Bonjour, bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour à tous ceux qui vont me suivre en direct. Je suis Mbondé Aimé Magloire, enseignant de génie civil au lycée technique de Douala-Nidan. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la leçon d'exploitation première F4. Avant de commencer, il est important de rappeler que notre pays et le monde entier d'ailleurs traversent une grande crise sanitaire, une pandémie. Et dans le cadre du respect des mesures éditées par l'OMS et le gouvernement de la République, il nous est conseillé, n'est-ce pas, de laver régulièrement nos mains avec de l'eau coulante et du savon ou d'utiliser les gels. Et pendant que nous sortons, vous avez vu, quand nous venons à court comme ça, le temps de la marche, du taxi, nous abordons notre masque, un cache-nez pour éviter d'être contaminés. Ceci étant dit, nous allons revenir à la leçon du jour, qui pour nous constitue l'une des dernières leçons du chapitre de notre programme d'exploitation première. N'est-ce pas? Il faut d'abord rappeler que cette leçon vient à la suite de la leçon sur l'installation de chantier. Dans ce cadre de l'installation de chantier, on a parlé, n'est-ce pas, de la mise en place des différents postes de travail, les ateliers de travail. On a parlé de postes de bétonnage, postes de coffrage, postes de ferraillage, postes de levage. N'est-ce pas? Ces différents postes et ateliers qui constituent réellement ce qu'on appelle installation de chantier dans leur mise en place. Aujourd'hui donc, il sera question d'étudier de façon plus profonde chaque poste de travail. Il n'est pas seulement question de voir leur mise en place dans un plan d'installation comme c'est le cas dans le chapitre précédent, mais c'est d'analyser les postes clés, ces postes clés, notamment le poste de bétonnage, le poste de levage. Nous n'allons pas revenir sur le poste de coffrage et le poste de ferraillage, parce que cela avait été fait profondément pendant sur le chapitre installation de chantier. Ceci étant, on va noter au chapitre 9, comme c'est indiqué au tableau, étude d'un poste de travail. Dans un chapitre, dans une leçon comme celle-ci, il est important de définir déjà ce que l'objectif. Quel est l'objectif général recherché par cette leçon? Alors, cette leçon vise à faire connaître à l'apprenant les différents grands postes de travail dans un chantier de génie civil, notamment dans le cadre de la construction d'un bâtiment et leur fonctionnement. Nous avons fait la précision ici du cadre de bâtiment parce que nous formons ici les apprenants de F4 option bâtiment. Parce que F4, n'est-ce pas, a plusieurs spécialités. Il y a F4 bâtiment, il y a FABE, bureau études, et il y a F4 TP, travaux publics. Sans oublier les topographes et autres. Voilà. Pardon. Maintenant que nous avons noté l'objectif général, de façon spécifique, qu'est-ce que l'apprenant devait retenir pas à pas comme objectif spécifique? À la fin de cette leçon, moi, Mbondé, moi, Ngekam, moi, Tchofo, chaque élève de mettra son nom, doit être capable de, c'est une obligation, un impératif, de connaître les différents postes de travail dans un chantier de bâtiment. Deuxième astérisque, maîtriser les matériels et les matériaux nécessaires pour le bon fonctionnement du poste. Troisième astérisque, connaître l'organisation du poste et faire le schéma fonctionnel éventuel. Et justement éventuel parce que dans certains cas, on peut avoir ce schéma, tout comme on peut ne pas l'avoir. Donc ce n'est pas une obligation d'avoir un schéma fonctionnel. Et enfin, de réviser quelques calculs appropriés en cas de besoin. Oui. Les calculs, en réalité, ont été faits dans le chapitre précédent, mais pour besoin d'expérience, pour besoin d'acquisition de connaissances, étant donné que la répétition est la mère d'enseignement, nous y reviendrons sur quelques calculs, au moins une application par partie. Comme introduction, on peut noter, après l'étude du chapitre sur l'installation d'un chantier, qui présentait à travers le plan d'installation les différentes installations et position de divers postes de travail, il est opportun maintenant d'analyser ou de faire une étude laborieuse de chacun de ces postes. Il s'agira notamment d'étudier tour à tour les postes de bétonnage, les postes de levage, de coffrage et de ferraillage. Pour chaque étude, on passera en revue les matériaux utilisés, les matériels ou engins nécessaires, les aires de travail et le schéma fonctionnel pour l'obtention des produits. Voilà, nous présenter la partie introductive.
Commençons donc par, comme l'ordre indiqué, par grand 1, le poste de bétonnage. Bien. Disons déjà, d'entrée de jeu, quand on parle de béton, le béton c'est l'élément essentiel, l'élément constitutif, l'élément principal, n'est-ce pas, dans un chantier de bâtiment. Et donc, lorsqu'on parle de béton, il faut comprendre que c'est un poste clé. On ne peut pas parler d'un bâtiment sans parler de béton, sans parler non plus de bétonnage. Et le poste de bétonnage, c'est donc l'atelier de fabrication de béton. Comme ça s'entend clairement là, on parle de poste de bétonnage, là où on fabrique le béton. Au quartier, nous avons des fabrications manuelles, le gâchage à travers la poêle et la pelle, à travers les brouettes, les pelles et la main. Mais par contre, dans le cas des entreprises, on a plusieurs autres façons d'y procéder. Nous allons le parcourir tour à tour. Alors, pendant qu'on va faire le bétonnage, pendant que nous voulons fabriquer le béton, de quoi avons-nous besoin? Quels sont, comme on appelle dans les ateliers, les grandes entreprises, les entrants? Chez nous, quels sont les matériaux? Qu'est-ce qu'il faut pour faire le béton? Donc, petit 1, matériaux utilisés. Le béton, élément le plus important dans un chantier, est, suivant la nature des travaux, soit réalisé sur le chantier, soit préfabriqué en usine et transporté prêt à l'emploi pour le chantier. Indépendamment du mode de fabrication du béton, c'est-à-dire qu'il soit fabriqué au chantier ou alors qu'il soit fabriqué en atelier, en usine, le béton, n'est-ce pas, utilise les mêmes matériaux. Et les matériaux le constituant restent et demeurent les mêmes. On peut citer le ciment, le sable, le gravier, l'eau et éventuellement les adjuvants. Deux précisions à apporter. La première précision qu'il faut apporter ici, c'est que le gravier a deux variantes. On a le gravier 5-15 et le gravier 15-20C, en fonction du diamètre des granulats. Et du domaine d'utilisation, cette composition peut varier. Et nous avons ici éventuellement les adjuvants, parce que les adjuvants sont, n'est-ce pas, les éléments là qui peuvent influencer la nature du béton. Soit lui apporter des propriétés spécifiques, soit, n'est-ce pas, permettre un durcissement rapide ou lent. Donc c'est pour ça qu'on dit éventuellement, parce que tout le temps, on n'a pas besoin des adjuvants. Il y a des adjuvants qui servent à permettre de rendre les bétons étanches. Il y a d'autres qui permettent d'accélérer la prise, ou d'autres qui permettent de retarder la prise, suivant qu'on soit dans un milieu X ou Y, ou bien encore en fonction des besoins d'utilisation. Maintenant qu'on a les matériaux, qu'est-ce qui nous aide à travailler? Quels sont les matériels nécessaires pour la mise en œuvre du béton? Petit 2, les matériels de réalisation du béton. Matériel de réalisation du béton au chantier. Alors, parlons du matériel au chantier. Qu'est-ce qu'on peut noter? Les différents matériels contribuant ou intervenant dans ce poste sont: première série, le matériel de malaxage, n'est-ce pas, ce qui aide à malaxer les composants du béton. On a notamment, pour les citer, les malaxeurs à cuve tournante et les malaxeurs à cuve fixe, puis les bétonnières à cuve basculante et les bétonnières à cuve fixe. Deuxième astérisque, le système d'alimentation de la bétonnière ou du malaxeur devant correspondre à la cadence de la bétonnière, qui comprend le parc à granulats, la benne du skip ou la brouette pour le transport dans la bétonnière, les éléments de dosage. Dernier astérisque, les engins d'évacuation et de distribution du béton vers l'utilisateur. On peut avoir notamment la pompe ou la grue. Nota bene, pour les bétons fabriqués en usine, le transport pour le chantier se fera à l'aide des camions toupies. Pour ces bétons, il faut prévoir des chambres de réception du béton sur
le chantier avant emploi. Bien, il faut, n'est-ce pas, apporter un peu d'agrément ici pour dire que les camions Topi sont ces camions-là qui, pendant le trajet, sont en mouvement. N'est-ce pas? Leur benne arrière, n'est-ce pas, l'élément conservateur fait une rotation pour continuer le malassage du béton afin d'éviter qu'il fasse prise durant le trajet. Parce que l'endroit où il est fabriqué n'est pas le même endroit où on l'utilise. Ce sont des bétons fabriqués ailleurs et transportés pour être réalisés ou alors mis en œuvre dans un site particulier. C'est pour ça qu'il va falloir que pendant le déplacement, ces camions Topi, n'est-ce pas, continuent la manœuvre de malaxage pour éviter la prise. Bien. Il est également à préciser que pendant que nous faisons le gâcher, pour ceux qui ont fait l'expérience, comme ce fut le cas dernièrement, pendant la réalisation des travaux du DALO, ici à l'entrée du lycée, ceux qui ont été vigilants ont constaté que là, il y avait un poste de malassage, à travers un malasseur, et l'expérience qu'il faut faire quand on va dans ces lieux, c'est de chronométrer le temps de réalisation d'une gâchée, n'est-ce pas? Alors, un gâchée va se faire réellement en 3 minutes. Mais en prévoyant les pertes de temps de chargement et autres réalisations des ouvriers, on peut prévoir 5 minutes. Et ça se faisait comment? Généralement, le dosage était fait, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une brouette de sable, une brouette de gravier 5,15 et une brouette de gravier 15,25 dans un sac de ciment. Et en 3 minutes, toutes ces manœuvres-là, le chargement, le malassage et la récupération, n'est-ce pas, à travers un période de récupération, étaient tout à fait complets. C'est des expériences qu'il faut régulièrement faire pour compléter et enrichir davantage la leçon. Maintenant, nous avons parlé tout de suite d'un béton fabriqué sur chantier, qu'on appelle BFC, et d'un béton prêt à l'emploi, qui est fabriqué ailleurs et transporté à l'aide de camions Topi pour le chantier. La question qu'un bon enfant devrait se poser, qu'un apprenant intelligent devrait se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui motive le choix d'un ou d'autre méthode de réalisation. Qu'est-ce qui motive ce choix? Pourquoi opter pour ci ou pour ça? Il y a les variantes qui orienteraient le choix. Donc, en troisième position, on va voir petit 3, choix l'option de réalisation. Choix de l'option de réalisation. Les critères du choix entre le BFC, c'est-à-dire béton fabriqué sur le chantier, et le BPE, béton prêt à l'emploi, sont: premier critère le plus essentiel, c'est le volume de béton total à produire. Bien entendu, il faut se le dire qu'avant toute réalisation, les volumes de béton sont calculés, sont déterminés à l'avance. Pendant que nous faisons la soumission, pendant que nous préparons l'étude de marché et sa faisabilité, nous avons déjà déterminé les quantités. C'est ce qu'on appelle étude quantitative, que vous voyez d'ailleurs dans le chapitre, dans la leçon de métier. Le métier vous aide à déterminer les quantités. Donc, on a le volume de béton à produire. On a la durée du chantier. Oui, la durée du chantier, nous avons vu dans le chapitre précédent qu'est-ce qui entre en jeu pour pouvoir déterminer la durée de réalisation d'une tâche ou d'un chantier, parce qu'un chantier, n'est-ce pas, peut être décomposé en plusieurs tâches. Et nous continuons, troisième astérisque, les positions moyennes ou de pointe. Voilà, les positions moyennes ou de pointe. Il faut faire la différence entre position moyenne et position de pointe. La position de pointe est une grande valeur, une position maximale qu'on peut produire pendant une certaine période. Par contre, la position moyenne, c'est la somme des positions sur une période divisée par le nombre de jours ou le nombre d'heures constituant la période. Si on prend un cas concret, en une journée, on peut produire à la première heure, et je prends l'exemple de façon hasardeuse, on peut produire à la première heure 400 mètres cubes de béton, deuxième heure 300 mètres cubes, quatrième heure 200 mètres cubes, cinquième heure 150 mètres cubes. Petite pause, on revient à la pause. Sixième heure, on a à 600 mètres cubes, ainsi de suite. Vous allez voir compte que la position de pointe ici, c'est la plus grande valeur qui était de 600 mètres cubes. Pour contre, la position moyenne à journée, c'est la somme des valeurs 400,
300, 200, 150, 600, divisé par le nombre d'heures qu'on a fait au cours de la journée. Voilà donc cette différence qui va établir entre production moyenne et production de pointe. Autre élément qui influence l'espace disponible sur le chantier. Bien entendu, l'espace disponible sur le chantier. Parce que le processus de bétonnage nécessite un certain encombrement en termes de la mise en place, d'une part, et d'autre part également tenir compte des engins, n'est-ce pas, ces engins qui viendront livrer les entrants, notamment le ciment, le sable et le gravier. Donc, si on n'a pas tous ces espaces nécessaires, s'il n'y a pas une route appropriée pour tout cela, ça peut influencer la fabrication de béton sur le chantier. Enfin, les disponibilités en matériel de l'entreprise. Bien entendu, il est question aussi de clarifier ce qu'on entend par disponibilité en matériel. Chaque entreprise, n'est-ce pas, vous allez me le demander, une entreprise qui gagne un marché d'État, par exemple, ou un quelconque marché, est supposée, et d'ailleurs équipée d'ensemble de matériel. Parce que dans le différents cahiers de charges, dans son dossier, ces matériels sont figurés et sont vérifiés. Seulement, la même entreprise peut être engagée sur plusieurs chantiers à la fois et donc ne pas pouvoir disposer son matériel sur un site précis, dans un chantier particulier. Donc, si cette entreprise, par exemple, pour le cas de Douala, a un marché à Makepe, une réalisation à Bonamsali et une réalisation à Dedo, comprenez qu'elle n'aura pas les moyens nécessaires pour installer des différents postes dans les trois chantiers. Alors, elle peut donc se décider d'installer son poste quelque part à Bonamsali, n'est-ce pas, qui peut être sa base, par exemple, et avoir ne serait que 3 camions Topi ou 6 qui iront chacun à son tour livrer les bétons à Bonamsali, à Makepe et à Dedo, respectivement. Voilà ce qu'on entend donc ici, n'est-ce pas, la responsabilité en matériel d'entreprise. L'entreprise a un minimum, mais ne peut pas satisfaire plusieurs besoins à la fois. Si nous avons acquis ces premières connaissances, maintenant, il est question de savoir ce dont on a besoin pour avoir l'organisation d'un poste de bétonnage. Donc, en petit 4, nous allons noter petit 4, organisation d'un poste de bétonnage. Le poste de bétonnage BFC nécessite, bien sûr, BFC parce qu'on suppose que nous avons besoin de lui sur le chantier. BFC, entendu, béton fabriqué sur le chantier. Pour installer un poste de bétonnage sur le chantier, il faut avoir quoi? Premier point, une aire de stockage de ciment et de granulats. Où est-ce qu'on va déposer le ciment, le gravier et le sable. Deuxième astérisque, une aire d'implantation de matériel de bétonnage. Parce qu'effectivement, n'est-ce pas, le malaxeur ou la bétonnière doivent avoir une bonne place pour être installé, pour avoir son équilibre. Et enfin, une surface de réception du béton malaxé. Une fois que l'engin a déjà fait le malaxage, l'engin doit déverser, on a parlé de basculante, cuve basculante ou tournante, doit basculer ou tourner, n'est-ce pas, à travers le volant, on va tourner la cuve pour déverser sur une surface régulièrement plane et une surface au niveau de laquelle on a installé généralement les contreplaqués, les feux de contreplaqué pour, n'est-ce pas, éviter que le béton ne se mélange à la terre ou aux impuretés. Donc en bas là, on installe les contreplaqués et on déverse le béton par-dessus. Bien, voilà donc globalement ce qui constitue, n'est-ce pas, un poste de bétonnage. Maintenant, pour terminer cette première grande partie, il est important de faire quelques calculs. Nous avons parlé de béton, nous avons parlé de la benne de grue. Il va falloir trouver cette relation qui permet, n'est-ce pas, de définir à travers un bâtiment quelle quantité de volume de béton produit, quel est le volume de béton frais, n'est-ce pas, parce que le volume de béton qu'on produit à l'état frais est plus grand que le volume de béton mis en place, parce que lorsqu'il est mis en place, il subit ce qu'on appelle la vibration, qui le condense et diminue son volume. Et maintenant, de voir les différentes capacités de bennes qui peuvent, n'est-ce pas, les fabriquer ou les transporter. Donc, un exercice d'application.
Vous notez donc, on dispose de 3 heures en fin de journée pour réaliser 50 mètres linéaires de voile de 15 cm d'épaisseur et de 2,5 mètres de hauteur. Le béton sera acheminé par une grue distributive qui, dans ce cas, réalise 12 rotations par heure. Le compactage à la vibration et le compactage au malaxage est de 25%. Déterminer. Première question, le volume minimal de la benne de la grue. Deuxième question, le volume minimal de la benne de la bétonnière. Nous allons répondre ici à 2 questions. Le volume minimal de la benne de la grue et le volume minimal de la benne de la bétonnière. N'est-ce pas? C'est ce malaxeur qui va produire l'ensemble du béton. Il faut calculer son volume afin de faire un choix efficace et efficient sur le marché pendant son achat. Bien, donc, résolution. Quelles sont les données? Alors, on connaît L, la longueur du voile, qui est de 50 mètres. On connaît l'épaisseur du voile, EP, qui est de 15 cm. On connaît la hauteur de ce voile, qui est de 2,5 mètres. On connaît, pour la grue, le nombre de rotations par heure, qui est de 12 rotations par heure. On connaît le coefficient de compactage à la vibration qui est de 7%. Encore noté 0,07. Et le compactage au malaxage CM qui est de 25% qui donne 0,25. C'est-à-dire en faisant 25 divisé par 100. Alors, qu'est-ce qu'on demande de faire? Première question. On demande de calculer le volume de la benne de la grue. Alors, pour calculer le volume de la benne de la grue, qu'est-ce qu'on sait? On sait que VBG égale VH, VH qui est le volume horaire, sur nombre de rotations par heure. Alors, certains appellent ça VH, d'autres l'appellent PH, production horaire fois nombre de rotations par heure. Voilà la formule mère, n'est-ce pas, qui permet d'avoir le volume de la benne de la grue. Cependant, on n'a pas cet élément. On n'a pas le volume. La production horaire, le volume horaire, nous ne le connaissons pas. Donc, il est donc question de déterminer ce volume-là. Or, volume horaire, c'est combien? On ne sait pas. Il faut déterminer le volume horaire. Avant d'arriver au volume horaire, il faut connaître le volume de béton frais. Et même pour connaître le volume de béton frais, parce que le volume de béton frais, c'est le volume réel divisé par 1 moins CV. Moins le coefficient de compactage à la vibration. Ça veut dire qu'il faut connaître le volume réel qu'on n'a pas encore déterminé. Donc, avant d'arriver au volume horaire, qui lui nécessite le volume de frais, il faut d'abord passer par le volume réel. Donc, mettons la première astérisque, calcul du volume réel. Le volume réel de l'ouvrage, qu'on note VR, c'est la longueur de l'ouvrage fois sa hauteur fois son épaisseur.
Alors, le volume devant se calculer en mètres cubes, on convertit tout le monde en mètres. On a longueur, c'était 50 mètres. Oui, 50 mètres. Oui, 50 mètres. Fois 2,5 mètres pour la hauteur. Fois 0, alors on avait 15 cm, ça va faire 0,15 mètres. VR, volume réel de l'ouvrage, tout calcul fait va donner 18,750 mètres cubes. Il est conseillé d'utiliser 3 chiffres avec la virgule parce que l'unité c'est les mètres cubes. Voilà le premier calcul, la première valeur qu'on a. Alors maintenant qu'on connaît le volume réel, on peut calculer le volume du béton frais. Nous allons effacer cette formule pour besoin de gestion d'espace. Nous y reviendrons. Après avoir calculé le volume réel, il est question pour nous maintenant de calculer le volume du béton frais. Calcul du volume du béton frais. Alors, nous avons dit d'entrée de jeu que VBF, volume béton frais, n'est autre chose que le volume réel de l'ouvrage divisé par 1 moins CV. En application numérique, VBF égale, il faut veiller qu'il y ait égalité sur égalité, avoir cet alignement qui est très important pour un bon scientifique. VR, nous avons trouvé c'était 18,750 divisé par 1 moins CV. CV, c'est le coefficient de la vibration qui est 0,07. Alors, tout calcul fait, on va trouver VBF qui va nous donner 20,161 mètres cubes. On avait dit, c'est normal que cette valeur soit supérieure à la valeur du volume réel, étant donné que c'est le coefficient de vibration qui va diminuer cette valeur. Maintenant que nous connaissons, n'est-ce pas, le volume de béton frais, nous pouvons calculer le volume de la position horaire. La position horaire ou volume horaire, donc, calcul de la position ou du volume horaire. Donc, pH, qui est encore VH, volume horaire, position horaire, c'est le volume de béton frais, volume du béton frais, c'est-à-dire l'ensemble du béton que nous avons, divisé par la durée qu'on a utilisée, la durée D, qu'on a utilisée pour, n'est-ce pas, déterminer produire cette quantité. En application numérique, nous avons VH égale PH égale le volume de béton frais qui donne 20,163 mètres cubes sur D. D, on avait dit qu'on disposait, l'énoncé disait qu'on disposait 3 heures en fin de journée, c'est-à-dire qu'on a égale 3 heures. Tout calcul fait, cette valeur va nous donner VH égale PH égale à 6,72 mètres cubes par heure. Comme on dit, production horaire ou volume horaire. Volume horaire ou production horaire. Donc, la quantité de béton qu'on a pu produire en 1 heure. C'est pour ça que l'unité, c'est bien volume sur heure. Mètre cube par heure. Maintenant, nous connaissons VH. Nous nous souvenons avoir écrit tout de suite plus bas que le volume, la benne que nous cherchons, n'est autre chose que, n'est-ce pas, la production horaire divisée par le nombre de rotations par heure, la benne. Parce que la benne du groupe prend ce volume-là pendant un certain nombre de tours pour l'épuiser. Dans notre cas, la benne effectuait en tout 12 rotations par heure. Une rotation, c'est un aller, c'est l'aller et venue, n'est-ce pas, de la benne la grue. Donc, pour calculer ce volume, ce n'est pas très compliqué, parce qu'on a toutes les données. Et vous allez voir, nous allons voir ensemble comment ça se passe. Il suffit de remplacer chaque élément par la valeur indiquée. Donc, on rappelle, on y revient donc, maintenant pour calculer réellement le volume, la benne
la grue. Comment noter VBG, qui n'est autre chose que VH, volume horaire, ou pH, ça dépend de vous, sur nombre de rotations par heure, n'est-ce pas, de la veine de la grue. En application numérique, VBG va donner quoi? Position horaire 6,72 fois nombre de rotations par heure, c'était 12 rotations par heure, c'est 12. Voilà. Je vous en prie. Alors, tout calcul fait, on va trouver combien, quelle valeur? On va trouver donc VBG égale à 0,56 mètres cubes. Voilà. Donc, ça veut dire que si vous voulez convertir en litres, ça fait 560 litres. Puis il faut multiplier ça par 1000. Ça ne donne que 1 mètre cube égale à 1000 litres. Ça veut dire que pour la valeur que nous trouvons, la valeur de calcul, c'est 560 litres. La valeur qu'il faut choisir sur le marché doit être une valeur supérieure à celle-ci, qui permettrait, n'est-ce pas, de malassage des matériaux. Donc il faut choisir un volume au moins égal à 600 ou 700 litres sur le marché. C'est le choix, n'est-ce pas, de la bétonnière sur le marché, la veine de grue. Il faut qu'elle soit à partir de 560 à 600 montants. Maintenant, en deuxième question, on demande de calculer le volume minimal de malaxeur. Volume du malaxeur. Alors, on sait que quoi? On sait que VBG égale VM, VM qui est le volume du malaxeur ou la bétonnière, facteur de 1 moins CM, coefficient de malassage. On tire donc VM qu'on cherche, VM va donner VBG sur 1 moins CM. Très rapidement, en l'application numérique, on a VM qui va donner VBG qu'on connaît déjà, on a dit ça fait 0,56 mètres cubes, divisé par 1 moins 0,25. Ce qui va donner en tout calcul fait VM égale à 0,746 mètres cubes, qui donne encore 746 litres. En résumé, les deux choses les plus importantes à calculer dans ce chapitre, en dehors des applications détaillées qu'il faut retenir, c'est la volume de la benne de grue qu'on a trouvé là, et donc son choix sur le marché commence à partir de ces valeurs. N'est-ce pas? Sur le marché, on va prendre une capacité supérieure ou égale à 560 litres. Par contre, pour le malasseur, étant donné qu'il permettra le malassage du béton, il faut prendre une valeur très strictement supérieure à celle-ci pour permettre que les granulats puissent se tourner à l'intérieur. Il faut choisir à partir de 800 litres en montant. Voilà pour cette grande partie, n'est-ce pas, de ce chapitre. Très rapidement, nous allons aborder le grand 2, étant donné que nous avons dit que les autres parties interviendront plus tard. La deuxième grande partie, donc, c'est le poste de levage. Définition donc. On entend par poste de levage le lieu à partir duquel sont commandées et actionnées toutes les opérations de manutention en attitude. Un poste de levage est un poste clé lorsqu'il faut réaliser des ouvrages en hauteur. Petit 2, matières premières. Elles sont constituées de matériaux tels que le béton, les armatures, les éléments préfabriqués et même du tout venant. Et des matériels, notamment le coffrage, les appareils moyens, les éléments d'échafaudage, le petit outillage de travail. En
le matériel de levage. Pour lever, qu'est-ce qu'on a besoin? Dans les chantiers, les matériels couramment utilisés pour le levage sont la poulie, le palan, le treuil ou la grue. Pour ce qui est des grues, on distingue entre autres les grues à tour, les grues mobiles, les grues à fesses relevables. Ici, nous nous intéressons beaucoup plus à la grue à tour, qui est la plus utilisée dans les chantiers. Donc, nous insistons sur les grues parce que c'est, quand vous voyez en tout droit là, les R plus là, n'est-ce pas, on travaille là-bas avec les grues. Et ces grues qui tournent là, qui font une rotation, ça s'appelle grue à tour. Mais ce qu'il faut retenir dans la définition de la grue, c'est que la grue peut aider à déplacer un objet d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur. Ou alors sur le même niveau, mais d'un côté vers l'autre côté. C'est-à-dire prendre par exemple à droite, faire une rotation et déposer à gauche. Alors, qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui nous oriente à choisir une grue? Donc, petit 4, les facteurs conditionnant le choix d'une grue. On est à 4. Les facteurs qui conditionnent le choix d'une grue. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de prendre une grue? En fonction de sa rentabilité, on parle de la rentabilité de la grue, citons quelques facteurs à prendre en compte dans le choix d'une grue dans un chantier. On notera la nature des travaux, le volume des travaux, les délais impartis, les procédés de construction définis et les méthodes d'exécution arrêtées, les moyens de l'entreprise. Il faut entendre ici par moyens de l'entreprise, son parc automobile actuel ou de ses possibilités d'investissement. C'est-à-dire que le patron n'a pas encore tout ce parc-là, mais peut les acquérir très facilement. On continue. Autre condition, les conditions du site. N'est-ce pas? Autre élément, n'est-ce pas? Influençant, n'est-ce pas? Le choix. Dans les conditions du site, qu'est-ce qu'on retrouve? Quand on parle de conditions du site, il faut donc voir entre autres la place disponible pour implanter la grue, parce que la grue elle-même prend la place. La topographie des lieux, la portance du sol. Le sol doit être de bonne qualité parce que la grue pèse assez, elle peut atteindre jusqu'à 20 tonnes, elle-même c'est la grue. Donc si le sol n'a pas une bonne résistance, il pourrait avoir l'affaissement ou l'enfoncement. Et enfin, la présence à proximité des bâtiments élevés ou des lignes électriques. Il faut tenir compte, parce que lors de la manutention de la grue, s'il y a des bâtiments voisins ou les lignes électriques, cela sera un facteur gênant pour le bon déroulement et la bonne rentabilité de la grue. En petit sein, quelles sont les caractéristiques d'une grue? Voilà. Caractéristiques d'une grue. Une grue est caractérisée par la hauteur sur crochet, la longueur de la flèche, la charge au bout de la flèche et la vitesse de rotation. Ce sont ces 4 éléments-là qui naturellement influencent ou alors que l'entreprise devrait prendre en compte avant d'acheter ou de louer une grue. N'est-ce pas? Il faut tenir compte de ça. Hauteur sur crochet en bas là, c'est quelle distance du crochet jusqu'au sol par rapport à l'étage qu'on veut réaliser. Un exemple par exemple. Permettez. Alors, nous trouvons sur le marché, par exemple, une grue potin de chip, une grue potin topique, H30/40C. Voilà. Que signifie dans ces caractéristiques? La valeur H. H, ici, est la lettre qui indique la longueur de la flèche, la longueur minimum de la flèche. On peut par exemple avoir une longueur L égale 60 mètres pour la valeur H. On verra pourquoi H correspond à 60 mètres de suite. La valeur 30, c'est 30. 30 indique, n'est-ce pas, la charge maximale soulevée par le câble. Charge maximale soulevée par le câble. Elle est estimée en kN. 40, qui vient après, est la charge maximale soulevée en bout de flèche. N'est-ce pas? Estimée également en kN.
Et enfin, C indique l'indice de modification ou de génération du modèle. Alors, j'ai dit tout de suite qu'on allait revenir sur H. Comment faire pour savoir que H est 60? Parce que en nota bene, on a quoi? On dit nota bene, la longueur de la flèche augmente de 5 en 5 lorsqu'on parcourt de A jusqu'à G, machin, ainsi de suite. A lui-même correspond à quoi? Prenons la barre de graduation. On a ici la lettre A, B, C, D, E, F, G, H. Pour nous limitons un peu la voix, parce qu'on arrive à H. Si A correspond à 25, et on a dit que l'augmentation c'est de 5 en 5. Ça c'est 25 mètres. 5 plus 5 mètres, ça va être 30 mètres. 35, ça c'est l'échelle d'augmentation de la longueur maximale de la flèche. 40, 45, 50, 55, 60. H 60. Comprenez pourquoi on a dit que H, c'est L égale à 60. Donc si on mettait par exemple F, on devrait avoir la longueur maximale qui devrait correspondre à 50 mètres. Voilà globalement les caractéristiques, n'est-ce pas, d'une grue. Et vous avez tout ça sur la fiche d'identification de la grue afin de pouvoir la louer. Suite de petit 6. Organisation d'un poste de levage. Le poste de levage doit desservir. Alors, quand on dit desservir, apparemment c'est confus. Entre parenthèses, couvrir à travers son rayon de balayage. Voilà, elle est là, elle doit tourner. Voilà, elle couvre là parce qu'elle va faire une rotation. Le poste de levage doit desservir ou couvrir à travers son rayon de balayage impérativement l'ouvrage à construire, c'est-à-dire l'emprise du projet. Puis, les ateliers ou les zones de stockage. Les ateliers ou les zones de stockage. Pas tout le poste, mais uniquement les ateliers. Ces différents ateliers sont les ateliers de bétonnage, les zones de stockage concernées pour les ateliers de coffrage, les ateliers de ferraillage et les ateliers de préfabrication. Ça veut dire que quoi? Pour le poste de bétonnage, il est entièrement couvert parce que le béton produit doit être acheminé par la grue au niveau de l'ouvrage à réaliser. Mais au niveau des postes de bétonnage et des postes de ferraillage, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, qui sont construits de plusieurs étapes. Le stockage à l'arrivée, la coupe ou le sciage pour le bois, n'est-ce pas? Et maintenant le montage et le stockage. On stocke quoi? On stocke l'élément déjà fabriqué. Exemple, un coffre pour le coffrage, une armature pour le ferraillage. Ce sont des éléments prêts à être utilisés qui sont dans la zone de stockage et qui seront transportés directement par la grue. Également, tous les éléments qui ont été préfabriqués, comme les poutrelles, doivent être sous l'aide de balayage afin que le transport soit aisé à travers l'utilisation de la grue. Maintenant que nous avons vu tout cela, il est question de voir en 7 comment on peut implanter et préparer l'assiette de la grue. L'implantation, c'est-à-dire à partir de l'emprise sur le site du terrain et l'emprise de l'ouvrage à construire, à quel endroit devons-nous mettre la grue, d'une part. Et maintenant, l'assiette de la grue, c'est l'enceinte dans laquelle la grue sera logée. Comment est-ce qu'il faut la réaliser? N'est-ce pas? On sait que la grue doit s'encastrer. Pour le cas des grues fixes, on doit, n'est-ce pas, réaliser une fouille et encastrer la grue à l'intérieur. Si c'est une grue mobile qui se déplace, n'est-ce pas, qui a les roues, on doit, n'est-ce pas, réaliser des petits rails, un petit chemin sur lequel la grue va se déplacer pour éviter son enfoncement. Dans l'espace, la grue doit être aménagée comme si c'était des petits rails. Il faut tenir compte, dans le cas d'une grue fixe, d'une grue mobile ou d'une grue hissable. Si c'est une grue hissable, on doit donc préparer, n'est-ce pas, on va dire ceci, le plan d'aménagement général du chantier donne la position ou la côte de la grue par rapport au bâtiment desservi. La préparation de la plateforme se pratique en général en même temps qu'on effectue la fouille. Avant de procéder à l'implantation, on examine les plans d'architecture, n'est-ce pas, ces plans qui donnent les différentes côtes. Les vues de profil et notamment les saillies éventuelles des façades.
On tiendra compte des profits des fouilles en excavation afin d'éviter les éboulements. Observez les couches de terre mises en place, mises à nu par le terrassement. Autant pour moi, observez, je reprends, observez les couches de terre mises à nu par le terrassement afin de faire apprécier la résistance et la tenue des terres par l'ingénieur. Il faut également penser au dégagement de l'espace nécessaire pour le montage et le démontage. Parce que bien entendu, quand un grue vient, n'est-ce pas, ça ne vient pas dire, oh, ça vient en pièces détachées, il faut les disposer quelque part pour faire le montage et le démontage. Qu'est-ce qu'on retient là-bas? On retient que le plan d'installation, le plan d'implantation va donner les codes, n'est-ce pas, les différentes valeurs, n'est-ce pas, qui vont nous aider à trouver la place nécessaire. Et deuxièmement, on va faire la fouille dans cette enceinte-là. Une fois qu'on a fait la fouille, il faut éviter, n'est-ce pas, si la fouille est profonde, il faut faire le baignage des parois de terre pour éviter l'éboulement, n'est-ce pas, qui peut, n'est-ce pas, occasionner un désastre. Et par la suite, il faut voir la nature de la couche résistante pour permettre que la contrainte admissible du sol soit capable de résister, n'est-ce pas, à la masse ou à la contrainte qu'exerce l'engin, cette grue, sur le sol. En petit 8, on devrait avoir là un schéma d'installation en plan de la grue. Nous n'y reviendrons pas parce que ces différents schémas ont été faits dans le chapitre installation de chantier. On attire l'attention et qu'en guise de devoir que chaque apprenant fasse ce schéma d'installation pour se rassurer qu'il maîtrise comment mettre sur pied une grue à travers un document graphique. Nous allons terminer cette leçon à travers ces derniers exercices d'application. Exercice d'application. On note ensemble. Une grue potin de longueur de flèche 60 mètres doit transporter une benne à béton à tuyau de capacité 1000 litres. Côte de la benne H égale 2,605 mètres. Masse de la benne à béton à vide 340 kg. Niveau du rail de la grue par rapport au niveau plus ou moins 0,0 du projet est de moins 3,02 mètres. Utilisation des dingues de 2 mètres et la longueur de tuyau est de 3 mètres. Première question. Calculer la hauteur sous crochet. Deuxième question. Calculer la charge maximale à lever en bout de flèche. Voilà les deux questions principales qu'il faut déterminer. Commençons rapidement par la résolution pour gagner en temps qu'il y a insuffisant. Résolution. Première question. Calculons la hauteur sous crochet. Alors, on a oublié de rappeler, nota bene, que la hauteur du bâtiment est de 12,48 mètres. Il faut noter, nota bene, la hauteur du bâtiment est de 12,48 mètres par rapport au niveau du projet. Et la masse volumique du béton frais est de 2200 décanewtons par mètre cube. Alors, la masse volumique du béton frais est 2200 décanewtons par mètre cube. Alors maintenant, hauteur sous crochet, on sait que HSC, hauteur sous crochet, c'est H1 plus H2 plus H3. Alors H1 va représenter quoi? H1 va donner la hauteur du bâtiment, la hauteur normale du bâtiment, 12,48 mètres, plus la hauteur inférieure au niveau du projet, parce que la hauteur H1, c'est la hauteur réelle à partir du niveau de la mise en place de la grue jusqu'à la fin du bâtiment. Et comme le niveau est inférieur, il faut ajouter ça 3,02. Ce qui donne en tout donc 15,50 mètres. Ça, c'est la hauteur H1. Maintenant, H2. H2, c'est la hauteur du tuyau plus
la hauteur de la Benaccio plus la hauteur des élingues. Les élingues sont, n'est-ce pas, ces fils qui aident à transporter, à tirer un élément. Donc la hauteur de la Benaccio, la hauteur du tuyau là-haut c'est 3 mètres, plus, on peut dire ça bien ici, égal, la hauteur du tuyau 3 mètres, on l'a dit, plus la hauteur de la benne c'est 2,605, plus la hauteur des élingues c'est 2 mètres. Ce qui va donner en tout 7,605 mètres. Maintenant, la hauteur H3 représente quoi? La hauteur H3, c'est la hauteur de sécurité entre les charges manutentionnées et le point le plus haut du bâtiment, pris forfaitairement à 2 mètres. Donc, H3, c'est quoi en réalité? C'est la hauteur de sécurité. Hauteur de sécurité qui est prise à 2 mètres. Alors, lorsque nous avons toutes ces valeurs, on peut en dire HSC, hauteur sur crochet, égalité sur égalité, on va voir le même alignement. On a donc 15,50 mètres plus 7,605 mètres plus la sécurité 2,00 mètres qui donne entre combien? 17,5, voilà, 24, 25, on a donc 25,15 mètres. Hauteur sur crochet. Ça, voilà la première question. Déterminer la hauteur sur crochet. Maintenant, il faut passer à la deuxième question, qui est la charge maximale en bout de flèche. Charge max en bout de flèche. C'est-à-dire que la charge que la grue peut transporter. Ce qu'on sait, ce qu'on retient, c'est que on a dit là qu'elle avait une capacité de 1000 litres. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 1000 litres correspond à 1 mètre cube. Par contre, avant ici, avec l'unité ici, c'est le mètre cube. N'est-ce pas? Et on a vu tout de suite, n'est-ce pas, que le béton avait une masse volumique de 2200 décanewtons par mètre cube. C'est-à-dire qu'on aura 1 mètre cube par 2200 décanewtons par mètre cube qui va donner 2200 décanewtons. Voilà. Voilà la charge à transporter. À cette charge, il faut additionner, n'est-ce pas, la masse de la benne à grue, qui est de 340. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Ça, 2200 correspond à la charge de béton. Plus la benne à tuyau nous donne une charge Q égale à 2200 plus 340 qui donne en tout Q égale à 2540 décanewtons, soit une charge en bout de flèche de valeur qui, alors on a 2540 décanewtons. Si on convertit en kilonewtons, ça fait 1, 2 décanewtons, hectonewtons, kilonewtons. Donc 25,4
kN. Voilà, nous avons comme ça répondu dans le délai de temps qui nous est imparti aux deux questions. Il est maintenant question pour nous de procéder à la conclusion. Alors, un dernier nota bene, nous ne reviendrons plus sur l'étude des postes de coffrage et l'étude des postes de ferraillage, étant donné que ces différents postes avaient déjà chacune fait l'objet d'une étude minutieuse dans le chapitre installation de chantier. Vous vous en souvenez, il suffit de rentrer dans le chapitre d'installation de chantier et vous vous rendez compte que ces deux parties-là avaient été très détaillées avec les schémas fonctionnels à l'appui. Comment on circule à travers un schéma, n'est-ce pas, de l'entrée des matériaux dans un poste de coffrage jusqu'à la sortie du coffre, en passant par le dépôt des différents bois, planches, lattes, chevrons, à leur usinage à travers les différents scies égoïdes, scies circulaires, et jusqu'à la sortie des coffres. Également, nous avons vu la disposition des postes de ferraillage avec les dispositions en L, en U, et ainsi de suite. Vous vous souvenez bien que nous avons utilisé à ce moment-là les numéros 1, 2, 3 jusqu'à 5 pour distinguer, n'est-ce pas, les dépôts des aciers, leur coupe, le façonnage, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire en quelques lignes? On retient quoi? Que cette étude d'un poste de travail qui s'achève à la suite de celle portant sur l'installation de chantier nous donne ainsi les moyens et les aptitudes nécessaires pour aller sur le terrain. C'est ainsi dire que l'unique parcours qui nous reste à faire est bel et bien la visite de chantier, son étude critique et tout ceci assorti d'un rapport de visite de chantier. Il est très important, mesdames, messieurs, chers apprenants, de nous dire qu'au regard de notre programme en début d'année, qui comportait 10 chapitres, nous avons balayé tout le tour les différents chapitres. Nous en sommes rendus aujourd'hui, n'est-ce pas, à ce chapitre portant sur l'étude d'un poste de travail. Et ce qui reste dans notre programme maintenant, qu'on devrait faire d'ici les semaines à venir, c'est de nous rendre sur quelques chantiers. Et là, nous interpellons chacun de vous, avec l'appui de l'administration, pour ceux qui auront des parents, des connaissances, n'est-ce pas, entrepreneurs ou gestionnaires d'entreprise ou chefs chantier, de nous permettre une visite dans le cadre pédagogique, afin que nous puissions, dans le cadre d'exploitation de chantier, à faire visite pour analyser, l'organisation que nous avons vue dans le premier chapitre, l'organisation d'entreprise, que nous pouvons voir de près comment sont installés les différents postes de travail, que nous avons vu dans le chapitre d'installation, et pendant notre séjour là-bas, que nous puissions analyser les différents aspects relatifs au poste de bétonnage, au poste de ferraillage, au poste de coffrage. Laquelle visite servira chacun de nous à s'appuyer sur les connaissances théoriques vues en classe et faire une comparaison, une adéquation entre le réel, la pédagogie enseignée à l'école, le théorique, et l'aspect pratique développé par chacune des entreprises. Au besoin, à sortir de là une conclusion pour encourager ces entreprises qui essayent, tant que faire se peut, de respecter la formation théorique et d'apporter des suggestions et des critiques aux entreprises qui, n'est-ce pas, ne respectent pas toutes les normes et règles de l'art. Sur ce, mesdames, messieurs, je voulais vous remercier et nous attendons la prochaine séance qui sera la visite sur le terrain.